Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce vendredi, on reçoit un invité que nous devions avoir au micro la semaine passée, mais les embouteillages auront eu raison de sa venue. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup mieux passé, moins d'embouteillages. Et il est avec nous, Mathieu Guillard, président du Parti breton, et également de Pays Unis, la fédération des partis régionalistes. On va en dire un mot, évidemment, dans le courant de cet entretien. Bonjour Mathieu Guillard. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci d'être avec nous au micro ce matin pour parler de la Bretagne. Il y a beaucoup à dire. En 25 minutes, on n'aura pas le temps de faire tout le tour, car il y a beaucoup de sujets. Un sujet qui est récurrent d'ailleurs en Bretagne, et un petit peu au-delà depuis quelques semaines et depuis quelques jours en particulier, c'est l'énergie. Il faut économiser l'énergie. La guerre en Ukraine est passée par là. Les difficultés d'approvisionnement en gaz, les difficultés aussi à produire de l'électricité, doublé par la canicule aussi. Donc beaucoup de choses sont venues un peu se télescoper. La Bretagne est fragile en termes d'énergie. On n'a pas de centrale nucléaire en Bretagne. On se souvient de Plogoff. Le Carnet aussi. Et le Carnet, bien entendu, en Loire-Atlantique. Est-ce qu'il va falloir avoir un plan énergie pour la Bretagne dans le cadre d'une région qui pourrait gagner en autonomie ? Écoutez, oui, tout à fait. Je crois que c'est effectivement la voie à prendre dans le domaine énergétique comme dans les autres domaines comme le pouvoir d'achat, le logement, les transports, l'enseignement, la formation, etc., la sécurité aussi. Il faut que la Bretagne gagne en autonomie. Évidemment, nous, on le dit depuis tout le temps. Je constate aujourd'hui que tous les partis politiques, y compris les partis politiques parisiens, le disent. Après, des paroles aux actes, ça c'est autre chose, mais tout le monde en parle, tout le monde se réclame de l'autonomie, donc il faut la faire. Maintenant, il faut savoir ce qu'on met dedans et quelle est la méthode de travail. C'est un rapport de force avec Paris qui va faire qu'on va gagner en autonomie. Ce n'est pas en demandant ou on avait un jeu d'appareils de partis parisiens, etc. Ça ne marchera pas. C'est ce qui s'est fait jusqu'ici. Alors, en ce qui concerne l'énergie, parce que c'est votre question, oui, effectivement, il faut un plan de l'énergie en Bretagne, mais encore faut-il qu'on puisse le mettre en place. Or, la région a des bouts de compétences, en fait. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle a des bouts de compétences avec des petits budgets. Elle n'a en réalité, aujourd'hui, pas les moyens de mettre en place cette politique énergétique qui est indispensable. Là, l'hiver va arriver, hein, il fait encore chaud, mais ça va changer. On sait qu'il va y avoir des risques de blackout sur les heures de pointe. Hein, c'est pas tellement la consommation d'électricité en particulier qu'il faut baisser en permanence. C'est pas tellement ça, contrairement à ce qu'avait l'air de dire Elisabeth Borne devant le MEDEF hier, la semaine dernière. C'est plutôt qu'il faut changer sa consommation et faire attention aux heures de pointe, parce que c'est là qu'il faut que la production puisse suivre. Alors vous l'avez dit, la production d'électricité en Bretagne est faible. Il faut développer la production d'électricité, avoir un mix énergétique diversifié. C'est ce que prône le Parti breton. Voilà. Mais cela ne sera possible que si la région se dote de pouvoir et de compétences avec les budgets qui vont avec. Attention, il faut être aussi attentif à ça, parce que c'est un grand classique de Paris, de donner des compétences à des collectivités, mais pas le budget qui va avec. Et du coup, c'est débrouillez-vous, augmentez vos impôts. Et l'État s'en lave les mains un peu. Il y a un rapport comme ça à établir de négociation, en fait, avec l'État. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Nous, au Parti breton, là, donc si nous rentrons au conseil régional, nous mouillerons la chemise pour obtenir ces compétences. Voilà, lors des dernières élections, vous n'avez pas pu entrer au conseil régional, donc on imagine que vous préparez déjà pour la prochaine échéance. Oui, tout à fait. Les choses se font par étapes. Il se trouve qu'on a pu présenter une liste portée par le Parti breton, soutenue par diverses personnalités, mais portée par le Parti breton. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas travailler avec les autres, mais on a la capacité aujourd'hui de le faire parce qu'on progresse. On a aussi présenté aux dernières élections législatives 34 candidats. On n'avait jamais présenté autant, c'est quasiment dans toutes les circonscriptions de Bretagne, ainsi que dans les circonscriptions des Français de l'étranger pour deux circonscriptions.
Donc on progresse, on gagne en compétences, on travaille. Là, l'année prochaine, il n'y a pas d'élection. On va faire du travail de fond, on va travailler nos dossiers, l'aspect programmatique. Tout ça vient petit à petit. On a aussi développé beaucoup de partenariats avec beaucoup de partis, des acteurs politiques bretons. Là, sur l'autonomie, on est avec beaucoup d'acteurs. L'autre dimanche, j'étais avec Dora Franchies, par exemple. Il y a différentes associations qui travaillent sur le sujet. On se revoit en septembre à la mairie de Carhaix avec Christian Troidec. Il y aura un grand colloque le 19 novembre sur l'autonomie. Enfin, voilà. On travaille aussi en collectif. On croit beaucoup au collectif, au Parti breton. Donc on n'est pas isolé, on est partie prenante de la vie politique, économique, sociale de la Bretagne. Et j'espère bien que la prochaine fois, on rentrera au conseil régional. C'est notre souhait. En tout cas, nous, on mouillera la chemise. Je pense que quand on est conseiller régional, il faut mouiller la chemise. Je suis obligé de constater que c'est pas le cas de tous les élus, mais bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font moins. Voilà, c'est un peu la représentation des Bretons et des Bretonnes aussi. Hein. Oui, mais quand on est élu, en fait, on a quand même une mission, et donc il faut bosser et mouiller la chemise. C'est pas une sinécure. Quand je vois un conseiller régional qui part 10 jours en vacances en Écosse en pleine rentrée politique, ça me pose question quand même. Mais bon. Autonomie. Voilà, c'est dit. Autonomie, le mot est lâché. Il y a encore quelques années, autonomie, autonomisme, nationalisme, ça faisait peur. Aujourd'hui, nationalisme, ça fait peur. Mais autonomie, on a l'impression que ça rentre dans les mœurs. Alors, pour les mots en isme, c'est compliqué parce qu'en fait, tout le monde met un petit peu sa définition. Le mot nationalisme dans la vie politique française est synonyme aujourd'hui d'extrême droite, mais en fait le nationalisme c'est juste de dire la nation est le cadre dans lequel on va mettre en place une politique, un projet de société. Donc Gandhi était nationaliste par exemple, vous voyez, au sens de libération nationale, c'est pas du tout le même sens, ou Thomas Sankara, enfin bon, on peut prendre plein de références, Václav Havel, etc. L'autonomie, oui, tout le monde le dit, aux dernières régionales, tout le monde se disait autonomiste, même les partis très jacobins, donc c'est assez drôle. Encore une fois, il faut faire attention entre les paroles et les actes. Donc nous, au Parti breton, bien sûr, nous sommes pour l'autonomie. Pas plus d'autonomie, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Quand on dit plus d'autonomie, non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est dans une France très centralisée. C'est une exception en Europe. Il faut aller dans le sens de l'autonomie des régions, qui sont des échelons pertinents, pour mettre en place des politiques, encore une fois, avec des vraies compétences et un vrai budget. Et là, on pourra jouer sur la vie quotidienne des habitants de la Bretagne. Il y a des grands enjeux en matière de transport, en matière de logement, en matière de santé, les services publics qui sont dans un état lamentable. Hein, et ça, c'est parce qu'on est dans une sorte de technocratie en fait inefficace. Un système pyramidal avec Emmanuel Macron tout en haut et puis ensuite ça descend, mais en fait ça fonctionne pas comme ça et c'est pas transparent en plus. Le Conseil de défense n'est pas transparent. Hein. Il y aura un Conseil de défense vendredi dernier. Il y a eu un Conseil de défense sur l'énergie présidé par Emmanuel Macron. On ne sait pas qui assiste à ce Conseil de défense. On ne sait pas ce qui s'y dit, c'est soumis au secret défense. Oui, voilà, ce n'est pas normal. C'est de la confidentialité, finalement. Voilà, et ça se substitue finalement au gouvernement. Donc il y a des gros problèmes quand même démocratiques aujourd'hui dans les institutions françaises. C'est-à-dire que même la Constitution est détournée finalement. Autre exemple, avec le recours du Conseil constitutionnel contre la loi Molac, contre les langues régionales. Alors la loi Molac, en un mot pour nos auditeurs, c'est Paul Molac, hein, le député Paul Molac qui a porté cette loi sur les fonds baptismaux, loi pour garantir en fait l'enseignement des langues régionales. Voilà, pour apporter un cadre minimal qui apporte une stabilité à des langues qui sont fragiles et qui ont besoin de ce cadre légal et juridique, voilà, qui va permettre qu'elles vont trouver leur place dans la société en fait, hein, que ce soit le gallo, le breton et les autres langues. Et il y a eu un recours au Conseil constitutionnel de la part de Jean-Michel Blanquer, avec une aide en sous-main d'Emmanuel Macron d'ailleurs, je tiens à le dire. Et au final, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi, sans rien connaître au sujet, avec des gens qui sont des... Je suis désolé, des personnes âgées qui connaissent du 16e arrondissement de Paris, quoi. Enfin, c'est que ça, en fait, et des hauts fonctionnaires qui ne se rendent pas compte de la réalité du terrain, que c'est une réalité humaine, en fait, ces langues, et qu'elles ont besoin de ce cadre. Donc, il y a un décalage. Et en fait, donc, elles ont pris des décisions qui sont même contraires au droit.
C'est-à-dire que même les magistrats ont dit, mais attendez, vous, Conseil constitutionnel, vous prenez une décision qui va à l'encontre de la jurisprudence, du droit et du droit européen. Donc, comment on fait pour appliquer le droit? Donc, on voit qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est une organisation qui est détournée finalement de sa mission, avec des gens qui sont nommés. On est dans une sorte de copinage. Je suis obligé de le constater. Donc, il faut insuffler la démocratie aujourd'hui dans notre vie politique, et ça passera par la Bretagne, ça passera par une démocratie bretonne, ça passera par des institutions bretonnes qui seront plus proches du terrain, qui seront avec des politiques qui seront menées par des élus et non pas par des hauts fonctionnaires, donc qui auront des comptes à rendre, et qui sera plus transparente. Voilà. Alors, il y a cette peur. Moi, je l'entends des fois, hein, les auditeurs nous écrivent, nous demandent, voilà, essaient de comprendre aussi l'actualité bretonne en particulier. Alors, je disais tout à l'heure, autonomisme, ça fait un peu peur, mais il y a aussi une forme de crainte en disant, voilà, mais nous, si on n'est pas breton, qu'on arrive en Bretagne, qu'on s'installe en Bretagne, qu'on ne parle pas breton, qu'on le parlera peut-être jamais, est-ce qu'on est moins breton que les bretons qui sont là? Voilà, pour faire simple. En fait, alors déjà, c'est pas parce qu'on parle pas breton qu'on n'est pas breton. C'est pas la langue bretonne, c'est un élément de l'identité bretonne, mais c'est pas le seul. Il y a des gens qui sont très bretons et qui parlent pas breton. Donc, il faut sortir un peu des clichés, peut-être. Je crois que le mot autonomie fait plus peur. Franchement, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Ça a quand même beaucoup évolué les mentalités. Alors, des gens qui arrivent en Bretagne, parce que vous parlez aussi de ça. Donc, les nouveaux arrivants, c'est vrai que c'est un phénomène de masse, dont on ne voit que le début. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes à venir s'installer en Bretagne, des gens qui ne connaissent pas forcément la Bretagne, qui s'installent, bon, très bien. Il faut qu'on puisse accueillir ces personnes dans de bonnes conditions, notamment, vous avez toutes les personnes qui viennent de Paris et de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, dès que la personne a les moyens, ou dès qu'un foyer a les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte l'Île-de-France. Il s'installe sur toute la façade atlantique, et en particulier en Bretagne. Plus tellement sur la Côte d'Azur maintenant, c'est plutôt... voilà. Il fait trop chaud sur la Côte d'Azur finalement. Il fait trop chaud. C'est les réfugiés climatiques. Voilà. Mais alors, on va en parler dans un instant de climat. Mais ça crée aussi une tension sur le logement. Oui, alors voilà. On l'a vu depuis quelques temps. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, il faut organiser la venue de ces personnes. Aujourd'hui, ça se passe de manière totalement anarchique, mais encore une fois, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à Loïc Chenet-Girard, il n'a pas les moyens, le président de la région, ou même les maires, ils ont quelques outils pour le logement, les résidences secondaires, mais il faut une politique globale du logement, des services publics, je sais pas, tout ce qui fait les infrastructures, en fait, les transports, l'urbanisme, enfin tout ça est impacté par l'arrivée massive de ces personnes. On peut appeler ça massif parce que on est 4,8 millions en Bretagne, des centaines de milliers de personnes qui arrivent sur 10 ans. C'est massif. Il y a une proposition de l'UDB, une forme de réglementation déjà pour les résidences secondaires, pour faire en sorte aussi que on garantisse un coût du logement abordable pour les Bretons, les Bretonnes qui veulent acquérir un logement. C'est pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors ça, donc sur le statut de résident. Donc nous, au Parti breton, on défend ça depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Je constate qu'aujourd'hui, l'UDB aussi le défend, et c'est très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Je constate que Loïc Chenet-Girard, pendant les régionales, après avoir hésité, visiblement, s'est prononcé contre. Le PS s'est prononcé contre, en fait, et je trouve ça regrettable. Avec des accusations de oui, on va faire des distinctions entre les citoyens. Non. Enfin, disons qu'il faut savoir faire des distinctions pour plus de justice, en fait. C'est ça le but. Je vais vous donner un exemple très proche, Jersey. Ils ont mis en place un statut de résident. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des Jersiais qui sont des Normands, en fait, qui habitent à Jersey, des insulaires normands, et qui ont des noms normands, etc., qui sont anglophones. Et vous avez des Londoniens de la City. C'est un peu la Riviera des Anglais, en fait, Jersey. Donc, ils vont en jet. Ils ont une maison et ils venaient en vacances, en week-end à Jersey, avec un prix de l'immobilier qui explosait du coup, parce que grosse différence de salaire entre les Londoniens et les Jersiais. Ils ont mis en place ce statut de résident pour justement que les autochtones, entre guillemets, puissent se loger à un prix décent, typiquement un ménage qui s'installe ou un retraité ou que sais-je. Donc c'est ce qu'on veut faire nous en Bretagne. Le but, c'est plus de justice. C'est pas une ségrégation, en fait.
Donc il faut arrêter avec ça. Dès qu'on parle de la Bretagne, ça y est, tout de suite, c'est le racisme et tout. Non, il faut arrêter. Ça, c'est le jeu des Jacobins. On se calme, tout va bien, comme dit l'autre. On a toujours entendu ça sur quelques ondes. Mais non, mais je blague, mais bon, voilà, le statut de résidence, c'est un outil qui existe. Il peut être modulé de différentes manières. Après, peut-être une différence aussi quand même, c'est que nous, on ne prône pas que ça, mais il y a aussi des choses qui existent déjà, de taxation ou de limitation des résidences secondaires par les maires. Enfin, tout ça doit être coordonné dans le cas d'une Bretagne autonome. Et ce qui m'embête un peu, c'est quand l'UDB oppose résidence secondaire à logement social. En disant, ah oui, mais s'il y a plus de résidences secondaires, c'est qu'il y a moins de logement social. Non, c'est pas automatique en fait. Ce sont deux choses différentes. Donc il y a des zones où il va y avoir, il faut aussi accepter le fait qu'il y a des zones où il va y avoir plus de résidences secondaires. Déjà, il faut accepter le fait qu'on ait le droit d'avoir une résidence secondaire. Ça, faut quand même le dire. Il ne faut pas non plus exagérer. C'est pas forcément des gens très riches qui ont des résidences secondaires d'ailleurs. Souvent des héritages d'ailleurs. C'est des héritages, voilà, des Bretons, etc. Du coin qui ont une résidence secondaire ou qui habitent un peu plus loin ou dans une grande ville. Enfin, voilà, faut pas tomber dans l'excès en fait. Donc soyons raisonnables. Gardons le principe des résidences secondaires, régulons cela et surtout ayons une politique ambitieuse de régulation des prix du logement, mais ça demande d'avoir une compétence globale de la région parce qu'il faut aussi agir sur les salaires parce que le grand problème aussi c'est que tous les gens qui arrivent d'Île-de-France ont des salaires beaucoup plus élevés que les Bretons, qui ont des salaires très bas. Le salaire médian breton est très bas. Et ils achètent 2 fois plus grand en Bretagne, ils s'installent et ils sont contents. Très bien. Il faut qu'on contrôle tout ça, qu'on puisse avoir la maîtrise là-dessus, parce que ce n'est pas les hauts fonctionnaires dans les ministères à Paris qui vont le faire. Alors, on a commencé en parlant de l'énergie. Il y a aussi le climat, qui est une grande source d'inquiétude. Là aussi, aucune région dans le monde, finalement, n'est épargnée. On a vu de grandes inondations au Pakistan il y a quelques jours. On est encore dans une forme de canicule, nous, en France, même si les températures ont tendance à baisser. L'été 2022 restera dans les mémoires, au même titre que l'été 1976, mais en pire encore, avec une pénurie d'eau, avec des incendies qui n'ont pas épargné la Bretagne. On a vu ces incendies assez spectaculaires qui se sont déclenchés à Brocéliande ou encore dans les monts d'Arrée autour de la chapelle de Saint-Michel-de-Braspar. La Bretagne n'était pas habituée à ces phénomènes. Ça nous rappelle aussi que le changement climatique peut nous toucher de plein fouet. Alors comment la Bretagne peut apporter sa petite pierre à l'édifice? Est-ce qu'une Bretagne autonome aurait de meilleurs outils, par exemple, que la Bretagne aujourd'hui pour pouvoir lutter? Oui, la réponse est oui, parce que déjà elle serait plus réactive. Vous savez, une des caractéristiques de l'État parisien, on peut appeler ça comme ça, c'est du pouvoir parisien, disons, c'est que c'est assez lourd à mettre en place, c'est technocratique en fait. Donc par rapport aux incendies, comme on voit qu'il y a un phénomène d'incendie jamais vu en Bretagne, disons que les aides des Suédois, notamment avec des avions, etc., ça s'est fait quand même au bout de quelques jours. On les a vus sur l'aéroport de Vannes, entre autres. Par exemple. Mais après, il y a tous les problèmes de sécheresse, etc. Donc, un gouvernement breton, puisque nous, c'est ce qu'on prône, on a prôné au régional et aux législatives, serait à même de pouvoir réagir rapidement face à ces grands enjeux mondiaux, en fait, à l'échelle de la Bretagne. Voilà, donc on est encore dans un système où on est complètement dépendant de la réaction à Paris, mais eux, ils ont plein de trucs à gérer. Donc, donnons du pouvoir aux régions. Encore une fois, je le dis à chaque fois que je viens à votre antenne, mais c'est la norme en Europe, c'est ce qui existe partout en Europe, sauf en France. Donc, il faut faire bouger les mentalités, finalement. Il faut faire bouger surtout les mentalités des politiques français, en fait, et des partis politiques parisiens qui donnent le là, en fait, de la vie politique. Donc ça passe, à mon avis, par le fait que les électeurs bretons prennent conscience de ça et se mettent à voter pour des partis politiques bretons qui vont justement se battre pour mettre en place un gouvernement breton avec des ministères régionaux dans tous les domaines que j'ai cités.
Voilà, ça c'est indispensable, on n'y coupera pas. Il faut passer par là, et encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Donc faisons-le, on est capable de le faire, on a les compétences, les ressources en Bretagne pour le faire, on a envie de le faire. Aujourd'hui, la majorité de la population est pour l'autonomie, quand même, il faut le dire. Donc nous, à notre échelle, au Parti breton, on essaie de faire porter ce message-là. On a des budgets immensément plus bas que les grosses écuries parisiennes, donc peut-être qu'on est moins... pendant les campagnes, en fait, on est moins visible. Mais j'invite vraiment les électeurs bretons à arrêter de voter pour les grosses écuries parisiennes, parce qu'eux, ils se contentent du statu quo, en fait. On a besoin d'avoir une évolution institutionnelle sur tous ces grands enjeux. On n'y coupera pas. Paris ne donnera pas du pouvoir comme ça pour nos beaux yeux. Il faudra aller l'arracher. Donc il faut une volonté que je ne vois pas aujourd'hui au Conseil régional, je suis désolé, et il faut une méthode aussi. C'est là où je vois que les conseils régionaux UDB apparentés parlent d'autonomie, mais quel est le contenu de cette autonomie et quelle est la méthode? Céline Gouez a fait une interview, mais moi je me pose la question, elle reprend le terme de gouvernement breton, c'est la première fois que l'UDB ou apparenté le fait. Tant mieux, jusqu'ici il ne le faisait pas, ça veut dire que les éléments de langage au moins sont intégrés, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, comme je disais tout à l'heure, on est au travail avec tout un tas d'acteurs politiques et sociétaux pour pouvoir faire une offre de qualité là, aux prochaines échéances électorales. Alors il nous reste 3 petites minutes, me fait signe mon réalisateur. On voit que entre l'UDB et le Parti breton, c'est assez irréconciliable. Et pourtant, il y a des points de convergence. Beaucoup de Bretons se posent la question pourquoi 2 partis et pourquoi on n'arrive pas à faire masse, par exemple. Oui, je sais bien, ça revient régulièrement ce sujet. On est un peu... Alors, dans les 2 dernières campagnes régionales et législatives, les journalistes nous comparent souvent, etc. Écoutez, nous, comme je disais, on est avec tout un tas d'acteurs. On est avec Christian Troidec, là, actuellement, Dora Franquise, différentes associations qui réfléchissent, des think tanks, etc. Il y a des acteurs de la société. Pas l'UDB. Ils viennent pas, ils sont invités. Hein. Ils ont été, le 2 juillet, on était à la mairie de Carhaix avec tout le monde. Ils sont pas venus. Là, Dora Franquis faisait une réunion. Ils sont pas venus. On a une réunion en septembre. Donc, moi, je peux que le déplorer, mais après, tant pis. Hein. Mais bon, un peu des frères ennemis. Non, mais c'est pas ça. En fait, nous, on a toujours eu, la porte a toujours été ouverte, si vous voulez. Et c'est eux qui ne veulent pas. Donc voilà, nous, on déplore ça, mais après, bah, tant pis, hein, nous, on avance. Donc le problème, c'est qu'eux, ils sont élus au conseil régional. Donc avec Europe Écologie, enfin, ils se sont brouillés avec eux. Enfin, ils se brouillent depuis 20 ans avec eux, c'est un peu tout le temps ça. C'est dommage, en fait, parce que quel est le travail fourni depuis 1 an? Ça fait quand même plus d'1 an qu'ils sont élus maintenant. Moi, j'aimerais savoir quel est le travail au quotidien qui est fait vis-à-vis de ces élus. Est-ce qu'ils ont la volonté, en fait, de vraiment avancer politiquement avec tout le monde, ou ce sont des fonctionnaires en disponibilité? Ils ont souvent que ce mandat-là. Donc, quel est le travail fourni, en fait? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Donc, j'aimerais qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait depuis 1 an et 3 mois. Voilà. Mais après, nous, bah, ils ne veulent pas nous parler, ils veulent... Mais c'est pas que nous, hein, d'ailleurs. C'est les autres aussi. C'est Brest Europa, En Avant Bretagne, Christian Troidec. Enfin, ils ne parlent avec personne, en fait. Voilà, je suis désolé. Hein, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. En fait, on avance. En un mot, allez, il nous reste à peine 1 minute. En un mot, la Bretagne, vous la voyez comment demain? Ouverte, autonome, puissante? J'allais presque aller jusque-là. C'est 3 adjectifs que je trouve bien, oui. Ouverte, autonome, puissante, ça va un peu ensemble d'ailleurs. Nous, en fait, on veut donner un avenir à la Bretagne. C'est ça qu'il faut voir. Donc, la Bretagne, fait société. Donc c'est un pays, en fait, hein, composé de différentes régions d'ailleurs, avec une diversité qui est une richesse. La société bretonne est formidable. Il faut que
tout ce côté fantastique qui existe dans la société bretonne puisse aussi se traduire sur le plan politique. C'est pour ça que nous on fait de la politique. Nous on n'est pas des professionnels de la politique. On a des engagements personnels, professionnels, associatifs, syndicaux, et on fait de la politique parce que c'est ce qui permet, parce que on aime faire ça et que c'est important pour l'avenir de la société bretonne. Donc il faut penser à ça. Il y a des enjeux qui sont face à nous. Il faut qu'on ait les moyens de les relever. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Mathieu Guillard, je rappelle que vous êtes président du Parti breton et de Pays Unis, fédération des partis régionalistes. Oui. On n'a pas eu le temps d'évoquer mais vous reviendrez, on en parlera en fait. Oui, parce qu'on travaille aussi avec différents partis effectivement régionalistes, provençaux, occitans, basques, alsaciens, on travaille avec des catalans, etc. Donc c'est très intéressant et au niveau européen aussi. Donc on est tous azimuts en fait. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'être venu au micro de Bretagne 5 et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.